Bonjour à toutes et à tous. Voici comme promis l'enregistrement de la première séance de notre unité 501, outils mathématiques pour l'informatique. Je me présente rapidement, je suis Oussama Ajbal, professeur agrégé de mathématiques à Caen. Dans notre unité, on va parler de 5 grandes notions. Euh, on commencera par la logique et les techniques de raisonnement. Ensuite, on fera les relations binaires, ensuite l'arithmétique, ensuite le calcul matriciel et la résolution des systèmes linéaires avec la méthode de Gauss-Jordan, et pour finir avec les systèmes de transition et en particulier les réseaux de Petri. Voilà. On parlera des modalités de l'examen lors de notre prochaine visio en direct dans 2 semaines. Voilà. Alors, pour ce premier chapitre sur la logique et les techniques de raisonnement, nous parlerons de ce qu'on appelle en logique mathématique les connecteurs logiques, les quantificateurs et des grandes techniques de raisonnement en mathématiques ou bien des principales techniques de raisonnement en mathématiques. D'abord, pourquoi? Vous imaginez bien qu'en mathématiques, on a besoin de précision, d'une grande précision qui n'existe pas dans la langue française ou bien dans les autres langues de toute façon. Par exemple, euh, pour le fameux ou, hein, qu'on appelle la disjonction en mathématiques, eh bien, en langue courante, lorsqu'on dit fromage ou dessert, en général, soit c'est du fromage, soit c'est du dessert. L'un ou l'autre, et pas les deux en même temps. Par contre, un as ou un cœur, ça peut être les deux. Donc pour le premier, on parle d'un ou exclusif, et pour le deuxième, on parle d'un ou inclusif. En mathématiques, on a besoin de préciser ce genre de choses. De quoi on parle? Est-ce que la disjonction dont on parle est exclusive ou non? On veut exprimer aussi, on veut savoir exprimer des choses complexes. Par exemple, au lycée, lorsqu'on parle aux élèves de la notion de continuité d'une fonction, on dit juste que c'est une fonction pour laquelle on peut tracer le graphe sans lever le crayon. Vous imaginez bien que c'est une définition qui n'est pas très rigoureuse, qui n'est pas très précise. Donc le but du jeu, c'est de pouvoir comprendre ce genre de définition rigoureuse, précise, de ce qu'on appelle la continuité d'une fonction en un point. En un point x0 dans l'intervalle i. Donc je vais la lire rapidement. Ici, quel que soit epsilon strictement positif, pour tout epsilon, pour tout nombre strictement positif, je vais pouvoir trouver un delta aussi strictement positif, pour lequel, quel que soit le x que je prends dans l'intervalle de définition de la fonction, dès que le x s'approche de x0 avec une distance qui est inférieure à delta, les images, les f de x s'approchent de f de x0 avec une précision, une distance inférieure à epsilon, et ceci pour tout epsilon strictement positif. Voilà par exemple la définition de la continuité. Et l'objet de ce module, de ce chapitre, c'est pas forcément de parler de la continuité de fonctions, évidemment, c'est pas notre sujet, mais c'est de comprendre des, euh, des expressions mathématiques. On a besoin, surtout dans le raisonnement, de distinguer le vrai du faux. En utilisant le langage, les connecteurs logiques de la première partie, on va pouvoir faire des raisonnements pour distinguer le vrai du faux, pour justifier. Par exemple, pour répondre à la question est-ce qu'une augmentation de 20% puis de 30% est plus intéressante qu'une augmentation de 50%, il ne suffit pas de dire oui ou non. Il faut justifier. Et ceci en utilisant euh, les connecteurs logiques qu'on traitera dans la première partie. Donc on a besoin d'une démarche pour nous convaincre nous-mêmes et convaincre les autres. On a besoin de faire un raisonnement en utilisant
les codes de la logique mathématique. Alors, première chose qu'on va définir en logique, c'est la notion de proposition. Dans certains livres, on parle d'assertion. Bon, en gros, ça veut dire la même chose. C'est une phrase, c'est une affirmation qui est soit vraie, soit fausse, mais pas les deux en même temps. C'est-à-dire dont on peut dire avec certitude si elle est vraie ou fausse, sans ambiguïté. Lorsqu'on dit il pleut, ben, il pleut où, à quel moment, c'est ambigu. C'est pas vraiment une proposition. Je suis plus grand que toi. Ça peut être une proposition lorsque les interlocuteurs ou bien les personnes concernées existent bien ou bien sont bien présents. 2 plus 2 égale à 4, c'est une proposition qui est vraie. 2 fois 3 égale à 7, c'est une proposition qui est fausse. On, on peut dire avec certitude qu'elle est fausse. Pour tout x dans R, donc pour ceux qui ont oublié, le R comme ça avec deux barres, c'est le corps, c'est l'ensemble des nombres réels, de tous les nombres qu'on connaît, avec lesquels on travaille dans la vie de tous les jours. Pour tout x réel, on a x carré supérieur ou égal à 0. Ça, c'est une proposition qui est vraie. X au carré est supérieur à ou égal à 0. Pour tout nombre réel, ça c'est vrai, parce que multiplier un nombre par lui-même, ça donne toujours un nombre positif, même si le nombre est négatif. Pour tout z dans C, je vous rappelle aussi, mais vous n'êtes pas obligé de le connaître, ce corps des nombres complexes, on va dire qu'il est hors programme, mais bon, on va juste l'utiliser dans certaines propositions, etc. Le corps des nombres complexes qui est un corps plus gros que le corps des réels, hein, qui contient le corps des réels. Eh bien, on a le module de z égale à 1. Ça, c'est une proposition qui est fausse, parce que dans le corps des nombres complexes, on a des modules de toute taille positive. Voilà. En résumé, une proposition, c'est quoi? C'est une affirmation dont on peut dire avec certitude si elle est vraie ou fausse. Maintenant, à partir des propositions, on va construire d'autres propositions avec ce qu'on appelle des connecteurs logiques. Le premier connecteur logique, ça va être le fameux et, ce qu'on appelle la conjonction. Donc, étant donné deux propositions P et Q, on va construire une troisième proposition P et Q, qui est vraie si P est vrai et Q est vrai. Et qui est fausse sinon. Ça veut dire, si au moins l'une des deux propositions est fausse, la nouvelle proposition P et Q est fausse. On traduit ça par ce qu'on appelle une table de vérité, qu'il faut comprendre de cette façon-là. Là, j'ai les valeurs de vérité de la proposition P, et là, j'ai les valeurs de vérité de la proposition Q. Ici, par exemple, lorsque P est vrai et Q est vrai, eh bien, on est dans le cas où la proposition P et Q est vraie. Voilà. Par contre, ici, là, lorsque P est vrai et Q est fausse, la proposition P et Q est fausse. Lorsque P est fausse et Q est vrai, la proposition P et Q est fausse. Et lorsque P est fausse et Q est fausse, la proposition P et Q est fausse, évidemment. Donc ça caractérise la table de vérité de la proposition P et Q en fonction des valeurs de vérité des deux propositions P et Q. Par exemple, si je prends P, la proposition, cette carte est un as, et Q, la proposition, cette carte est un cœur. La proposition P et Q va être vraie si la carte est l'as de cœur. Donc il y a une seule carte qui rend vraie la proposition P et Q.
alors que P et Q est fausse pour toute autre carte. Une deuxième façon de construire, qui est peut-être plus simple, une table de vérité, c'est avec un tableau simple. On met une colonne pour P, une colonne pour Q, et on traite tous les cas possibles, comme ça. Voilà tous les cas possibles des valeurs de vérité de P et Q. Et je complète la colonne de la proposition P et Q. Lorsque P est vrai et Q est vrai, P et Q est vrai. Et dans les autres cas, P et Q est fausse. Voilà pour la conjonction. Le deuxième connecteur logique, c'est le fameux OU. Alors en logique mathématique, c'est un OU inclusif. On va voir. Ça s'appelle la disjonction. Alors, la proposition P ou Q est vraie si l'une au moins des deux propositions P ou Q est vraie. Et la proposition P ou Q est fausse si les deux propositions P et Q sont fausses. Donc P ou Q est souvent vrai, sauf dans le cas où les deux sont fausses. On parle d'un OU inclusif. La table de vérité qui est sous l'autre forme simple comme ça. Voilà les deux colonnes qui représentent toutes les valeurs de vérité des propositions P et Q. Eh bien, la seule fois où P ou Q est fausse, c'est dans ce cas-là, alors que dans les autres cas, la proposition est vraie. Exemple, P ou Q pour les propositions de tout à l'heure est vrai si la carte est un as ou bien un cœur. Et elle est fausse pour toute autre carte. Et si elle est les deux, si elle est un as de cœur, elle est aussi vraie. C'est pour ça qu'on parle d'un ou inclusif. On n'exclut pas le cas, on accepte aussi le cas où les deux sont vrais. Deuxième connecteur logique, c'est la négation. La négation d'une proposition. Eh bien, la négation d'une proposition P, c'est ce qu'on note non P, eh bien, c'est tout simplement la proposition qui est fausse lorsque P est vrai et qui est vraie lorsque P est fausse. Sa table de vérité est tout simplement comme ça. Lorsque P est vrai, la négation est fausse. Lorsque P est fausse, la négation est vraie. Par exemple, si je prends P, la proposition X, je ne sais pas, supérieure ou égale à 2, on verra après que ça s'appelle aussi un prédicat parce que ça dépend d'un paramètre. Eh bien, la négation non P, c'est quoi? C'est X inférieur strictement à 2. C'est-à-dire dire que on n'a pas ça, dire qu'on n'a pas X supérieur ou égal à 2, ça signifie que X est inférieur strictement à 2. Voilà. Connecteur suivant, l'implication, l'un des plus importants en logique. L'implication P implique Q comme ça. Étant donné deux propositions P et Q, P implique Q comme ça. Ça représente cette proposition, la négation de P ou la proposition Q. Voilà. Alors, pour la comprendre, pour le premier cas, elle est facile à comprendre. Lorsque P est vrai et Q est vrai, le vrai implique le vrai, et on a la proposition P implique Q qui est vraie. C'est-à-dire, on peut dire si P est vrai, alors Q est vrai.
Et ça, c'est une proposition qui va être vraie. Maintenant, imaginez que vous avez P qui est fausse, P qui est vrai et Q qui est fausse. Le vrai ne va pas impliquer le faux. Le vrai n'implique pas le faux et donc on dit que la proposition P implique Q est fausse. La table de vérité de l'implication est importante à retenir. Parce que surtout pour la deuxième ligne qu'on va faire là, elle n'est pas très intuitif. Donc pour la première ligne, qu'est-ce qu'on avait vu? Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que la proposition P implique Q. Lorsque la proposition P est vraie et Q est vrai, eh bien c'est une proposition qui est vraie. Et lorsque P est vrai mais Q est fausse, l'implication est fausse. L'implication est fausse. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est que lorsque la proposition P est fausse, l'implication est vraie. Et ça, c'est ce qui est de moins intuitif dans cette histoire d'implication. Lorsqu'on part d'une proposition fausse, eh bien, dans tous les cas, l'implication est vraie. Pourquoi? On peut regarder la définition de départ. C'est quoi l'implication en vrai? Eh bien, c'est non P ou Q. Et lorsqu'on dit non P ou Q, dans le cas où P est fausse, vous imaginez bien que non P va être vrai. Et lorsqu'on a le vrai ou quelque chose, qu'il soit vrai ou faux, la disjonction, le ou, est vrai. C'est pour ça qu'on dit que le faux implique toujours le faux implique n'importe quoi. Le faux implique tout. Une implication qui commence par une proposition fausse est une implication vraie. On peut voir ça aussi d'une autre façon. Alors imaginez que je vous dis moins 3 est supérieur ou égal à 2. Vous comprenez bien que c'est une proposition qui est fausse maintenant. Eh bien, je vais partir de cette proposition-là, je vais supposer qu'elle est vraie, je vais partir de celle-là. Je suppose que moins 3 est vraiment plus grand que 2. Ça veut dire que moins 3 au carré va être plus grand, moins 3 au carré va être plus grand que 2 au carré. Si moins 3 est plus grand que 2, donc forcément il est positif, donc son carré va être plus grand que le carré de 2. Donc 9 plus grand que 4. Alors, comment il faut comprendre ça? J'ai suivi un raisonnement correct en fait. Je suis parti de quelque chose qui est fausse et je suis arrivé à quelque chose qui est vrai. Mais le raisonnement était vrai. Donc là, le faux a bien impliqué le vrai. Donc le faux peut impliquer le vrai sans problème. Le raisonnement est correct. Pareil, si je pars d'une chose comme ça. Moins 3 supérieur ou égal à 4, par exemple. C'est faux. Mais je suppose que c'est vrai et j'enchaîne avec un raisonnement correct. Moins 3 au carré, alors, serait plus grand que 4 au carré. Et donc 9 est supérieur ou égal à 16, ce qui est faux. Et donc là, on a suivi plutôt un raisonnement correct en partant de quelque chose de faux et en arrivant à quelque chose de faux. Donc là, on a un faux qui implique un faux avec un raisonnement qui est plutôt correct. Voilà une autre façon de voir cette deuxième ligne problématique. Donc en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que lorsque le vrai implique le vrai, ça c'est quelque chose de vrai. Lorsque le vrai implique le faux, ça c'est quelque chose de faux.
Lorsque le faux implique le faux, ça c'est quelque chose de vrai. Et lorsque le faux implique le vrai, ça c'est quelque chose de vrai. Voilà ce qu'il faut retenir pour l'implication. Exemple, si x est compris entre 0 et 25, ça veut dire x positif est inférieur ou égal à 25. Alors la racine carrée de x va être inférieure ou égale à 5. Eh bien, c'est une proposition qui est vraie. La racine carrée de x sera inférieure ou égale à la racine carrée de 25, qui est égale à 5. C'est une implication qui est vraie parce que même si celui-là est faux, même si j'avais x qui ne vérifie pas ça, eh bien, on a dit que lorsque la proposition de départ est fausse, l'implication est vraie. Et lorsque ça c'est vrai, je suis sûr que la racine de x est inférieure ou égale à 5. Et donc, l'implication dans tous les cas est vraie. Là, si je prends un x dans moins l'infini moins 4, dans l'intervalle moins l'infini moins 4, ce qui signifie que x est strictement inférieur à moins 4, eh bien, x carré plus 3x moins 4 est positif. Ça, c'est une implication qui va être vraie. Mais pour cela, évidemment, il faut faire une étude de cette fonction-là, du signe de cette fonction-là. Et on verra que dans cet intervalle-là, sur cet intervalle, la courbe va être au-dessus de l'axe des abscisses. Bon. Sinus θ égale à 0 implique θ égale à 0. Eh bien, c'est une proposition qui est fausse. Parce que si le sinus θ est égal à 0, ça ne va pas forcément dire que θ égale à 0 pour les gens qui savent ce que c'est que le sinus. Si vous ne savez pas, ce n'est pas très grave. Je sais que le sinus de 0 est égal à 0. Le sinus de l'angle 0 est égal à 0. Par contre, ce n'est pas le seul angle dont le sinus est égal à 0. Par exemple, je sais que sinus pi est aussi égal à 0. Et donc là, par exemple, lorsque θ égale à pi, j'ai la première proposition qui est vraie, alors que la deuxième qui est fausse. Et donc l'implication est fausse. Voilà. Et puis si P est fausse, la proposition P implique Q, on a dit que c'est toujours une implication vraie. Connecteur suivant, c'est l'équivalence. L'équivalence, c'est l'implication dans les deux sens. On dit que P équivaut à Q, ou bien P est équivalente à Q, si on a à la fois P implique Q et Q implique P. Si on a P implique Q et en même temps Q implique P. Sa table de vérité, c'est celle-là. C'est-à-dire que l'équivalence est vraie lorsque P et Q ont la même valeur de vérité. Et l'équivalence est fausse lorsque P et Q n'ont pas la même valeur de vérité. En gros, si je construis la table de vérité simple comme ça, et avec les valeurs de vérité ordonnées sous cette forme-là, de façon à ce que je traite tous les cas possibles. Quand est-ce que l'équivalence est vraie? C'est lorsque les deux propositions ont la même valeur de vérité. Et l'équivalence est fausse lorsque les deux propositions n'ont pas la même valeur de vérité. Voilà. On peut voir ça comme la négation du fameux ou exclusif. Par exemple, si j'ai x et x' des réels, alors cette équivalence est vraie. Cette équivalence, qu'est-ce qu'elle dit? X fois x' égale à 0, si et seulement si. L'équivalence, on peut la lire comme ça, si et seulement si. Si et seulement si x égale à 0 ou x' égale à 0. Alors ça, on le sait. Un produit est nul si au moins l'un des deux facteurs est nul. Donc j'ai l'implication directe qui est vraie. Et puis, évidemment,
Si celle-là est vraie, c'est-à-dire si l'un des deux nombres est nul, forcément le produit est nul. Et donc j'ai la deuxième implication, ce qu'on appelle l'implication réciproque, qui est vraie. Proposition. On a la proposition P qui est équivalente à la proposition non P. La négation de la négation, c'est la proposition elle-même. On a la conjonction et commutative, bien sûr. P et Q, c'est la même chose que Q et P. La disjonction ou est aussi commutative. La négation de la conjonction, ça c'est important, c'est équivalent, c'est-à-dire c'est la disjonction des négations. Ça c'est ce qu'on appelle la loi de Morgan. La négation de P et Q, c'est la disjonction des négations. Ça veut dire non P ou non Q. Comment il faut comprendre ça? Par exemple, je vais regarder P et Q, la proposition P et Q. Et je vais regarder maintenant sa négation. Regarder la négation d'une proposition, c'est-à-dire chercher quand est-ce qu'elle est fausse. Quand est-ce que P et Q est faux? Eh bien, P et Q est faux. La proposition P et Q est fausse lorsque l'une au moins des deux sont fausses. Ça veut dire lorsque l'une au moins des deux négations sont vraies. Voilà. L'une au moins des deux négations sont vraies. Pareil, la négation d'une disjonction, c'est la conjonction des négations. Ça, c'est la deuxième loi de Morgan. Donc, dans la négation, le ou devient et puis les propositions, je prends leur négation. Par exemple, si je vous dis euh, non x égale à 2 et y supérieur ou égal à 0, eh bien, ça, je peux l'écrire comme non x égale à 2 ou non y supérieur ou égal à 0. Non x égale à 2, je peux l'écrire comme x différent de 2. Ou, alors non y supérieur ou égal à 0, ça veut dire y inférieur strictement à 0. Voilà. Voilà comment je calcule une telle négation d'une telle proposition. La conjonction est distributive sur la disjonction. P et Q ou R, c'est P et Q ou PR, comme dans l'histoire de la distributivité de fois par rapport à plus. C'est A fois B plus A fois C. C'est exactement la même histoire en fait. Et pareil, le OU est distributif par rapport à E. P ou Q et R, c'est P ou Q et P ou R. Donc vous allez pouvoir démontrer ces équivalences-là avec des tables de vérité et dans le TD, dans un exercice du TD. Et moi, je vais montrer, par exemple, la table de vérité de la négation de non P et Q, pour montrer que c'est la même que la table de vérité de non P ou non Q. Voilà. Alors, si je me souviens de la table de vérité de P et Q, eh bien la table de vérité de sa négation sera le contraire. À chaque fois qu'il y a vrai, je mets faux. À chaque fois qu'il y a faux, je mets vrai. Et donc, si les deux sont vrais, ça veut dire que P et Q est vrai. Ça veut dire que la négation est fausse. Et dans les autres cas, bah, la négation sera vraie parce que P et Q seraient fausses. Maintenant, si je regarde la table de vérité de non P ou non Q. Bien. Par exemple, lorsque P est vrai et Q est vrai. Ça signifie que non P est fausse et non Q est fausse. Ça veut dire que non P ou non Q est fausse. Par contre, lorsque P est vrai et Q est fausse,
j'ai non Q qui est vrai. Et donc, j'aurai la disjonction qui est vraie. Pareil dans les autres cas. Donc, lorsque vous avez la même table de vérité, pour deux propositions, comme ça, vous dites que vous avez une équivalence, voire même une égalité. Voilà comment vous devez prouver les autres propositions. Ça, c'est les connecteurs logiques. Je vais passer maintenant à ce qu'on appelle les quantificateurs. Les quantificateurs, on a deux quantificateurs, c'est le fameux quel que soit pour tout, le A à l'envers, et il existe le E à l'envers. Le pour tout, là, le quel que soit, ça s'appelle un quantificateur universel. Une proposition P peut dépendre d'un paramètre X, on appelle dans ce cas un prédicat. Un prédicat, c'est lorsqu'une proposition dépend d'un paramètre X. On a vu plein d'exemples tout à l'heure. Par exemple, x carré est supérieur ou égal à 1, bah, cette proposition P de x est vraie ou fausse selon la valeur de x. Et lorsque je mets à côté ou bien devant P de x le quantificateur, quel que soit, eh bien, j'obtiens une proposition qui se lit comme ça. Quel que soit x dans un ensemble de définition E, par exemple, quel que soit x dans R ou dans N ou dans C, on a P de x. Eh bien, c'est une proposition qui est vraie lorsque toutes les propositions P de x sont vraies pour tous les éléments x de l'ensemble E. Par exemple, si je dis quel que soit x dans 1 plus l'infini, dans l'intervalle 1 plus l'infini, ce qui signifie quel que soit x supérieur ou égal à 1, on a x carré est supérieur ou égal à 1. Bah, si x est supérieur ou égal à 1, évidemment, son carré va être supérieur ou égal à 1. C'est une proposition qui est vraie. Quel que soit x dans R, x supérieur ou égal à 1. C'est une proposition qui est évidemment fausse parce que il y a des réels dont le carré n'est pas supérieur ou égal à 1. Par exemple 0, par exemple 0,5, etc. Quel que soit n, et ça c'est important pour ceux qui ont oublié, le n c'est l'ensemble des entiers naturels. Des entiers naturels, ça veut dire simplement 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jusqu'à l'infini. Et vous avez les inclusions connues. Les entiers naturels, l'ensemble des entiers naturels est inclus dans l'ensemble des entiers relatifs. Le Z là, c'est les entiers relatifs, ça veut dire les entiers qui sont positifs ou négatifs. Ça veut dire qu'il contient aussi les moins 1, moins 2, moins 3. Lui, il est inclus dans ce qu'on appelle le corps des rationnels, l'ensemble des nombres rationnels. On le verra tout à l'heure. Eh bien, les rationnels, c'est quoi? C'est les nombres qui peuvent s'écrire comme quotient, comme fraction de deux entiers, comme ça, par exemple. Ça, c'est pas un nombre décimal parce qu'on ne va pas pouvoir diviser moins 2 par 7 et avoir une partie décimale finie. Mais c'est ce qu'on appelle un nombre rationnel. Alors, les nombres rationnels sont inclus dans les nombres réels. Dans le corps des nombres réels, il y a tout ça évidemment. Mais il y a aussi des nombres comme pi, comme racine de 2, comme exponentielle de 3, etc., qui ne sont pas des nombres rationnels, qui ne peuvent pas s'écrire comme fraction de deux entiers, comme quotient de deux entiers. Et puis le corps des réels qui est inclus dans le corps des complexes. Voilà. Mais nous, en général, on va travailler souvent avec ces ensembles-là. Les entiers relatifs, les rationnels, les réels. Bien. Alors, quel que soit n dans n, quel que soit petit n entier naturel, n fois n plus 1 est divisible par 2. Lorsque je multiplie deux nombres qui se suivent, n et n plus 1, lorsque je les multiplie, forcément le produit va être pair, va être divisible par 2. Donc c'est une proposition qui est vraie. Vous pouvez tester. Vous trouverez toujours évidemment un nombre pair.
Parce que forcément, l'un des deux sera pair. Si les nombres se suivent, l'un des deux sera pair, sera divisible par 2. Voilà. Le deuxième quantificateur, c'est ce qu'on appelle le quantificateur existentiel. Il existe. Eh bien, la proposition il existe x dans E tel que P de x, ça se lit comme ça, tel que P de x, c'est une proposition qui est vraie lorsqu'on peut trouver au moins un x dans E pour lequel P de x est vrai. Donc c'est une proposition qui est vraie lorsqu'il y a au moins un x dans E tel que P de x est vrai. Par exemple, il existe x dans R tel que x fois x moins 1 est négatif strictement. Remarquez qu'ici, parfois on met des parenthèses autour du prédicat ou de la proposition, parfois on ne les met pas, parfois on met une virgule ici, peu importe. Toutes ces écritures sont acceptées. Alors, x fois x moins 1 négatif, oui, je peux trouver par exemple pour x égale à 1 sur 2, lorsque je fais 1 sur 2 fois 1 sur 2 moins 1, eh bien, j'obtiens quoi? J'obtiens moins un quart, voilà, qui est bien négatif. Donc c'est une proposition qui est vraie parce que j'ai trouvé au moins un x qui vérifie. Alors, il existe n dans n tel que n carré moins n est plus grand que n. C'est une proposition qui est vraie. Par exemple, je peux prendre, je ne sais pas, 4. 4 au carré moins 4, ça fait 12. Et 12, il est bien plus grand que 4. Voilà. Il existe x dans R tel que x carré est égal à moins 1. Eh bien, c'est faux. Parce que dans les réels, tous les carrés sont positifs. Ce qui n'est pas vrai dans le corps des complexes C. Hein. Il est d'ailleurs défini avec le fameux i, le nombre imaginaire, tel que i au carré égale à moins 1. Voilà, pour ceux qui ont déjà vu ça. Mais il n'y a aucun réel dont le carré est négatif, évidemment, parce qu'un réel multiplié par lui-même, ça donne toujours un nombre positif. Positif ou nul si le nombre est nul. Et puis lorsque je veux contredire, négationner, ou bien lorsque je veux faire la négation des quantificateurs, des propositions qui sont définies par des quantificateurs. Eh bien, la règle est simple. Le quel que soit, sa négation, c'est il existe. Et le il existe, sa négation, c'est quel que soit. Donc ça se construit comme ça. Si je veux faire la négation de ça, eh bien, le quel que soit x dans E devient il existe x dans E. Et le P de x, je le change en sa négation, non P de x. Donc là, pour le quantificateur, je ne change pas le x appartient à E, je le laisse comme il est, mais le quel que soit devient il existe. Par contre, pour le prédicat, pour la proposition P de x, eh bien, j'écris sa négation. Par exemple, la négation de quel que soit x dans 1 plus l'infini x carré est supérieur ou égal à 1, c'est la proposition il existe x dans 1 plus l'infini, tel que x carré est inférieur strictement à 1. Évidemment, on peut la comprendre comme chercher la négation des propositions, ça veut dire quand est-ce qu'elle est fausse, quoi. Ou bien, eh bien, elle est fausse lorsqu'il existe au moins un pour lequel ça c'est faux. Voilà. Il existe au moins un x ici tel que x carré est inférieur strictement à 1. La négation de il existe, bien, c'est de la même façon, c'est quel que soit. Et ça se construit de la même façon. La négation de il existe x dans E tel que P de x, c'est quel que soit x dans E, on a non P de x. Par exemple, il existe z dans C tel que z carré plus z plus 1 égale à 0. Sa négation, ça va être quel que soit z dans C, z carré plus z plus 1 est non nul. Quel que soit x dans R, x plus 1 appartient à z, eh bien sa négation c'est il existe x dans R tel que x plus 1 n'appartient pas à z. Alors, entre parenthèses, cette proposition-là, il existe z dans C tel que z carré plus z plus 1 est égal à 0, c'est une proposition qui est vraie. Pour ceux qui ont fait les nombres complexes, on peut trouver par exemple que c'est vrai pour exponentielle i de pi sur 3. Ça vérifie.
Et donc, si la proposition est vraie, forcément, la négation sera fausse. Celle-là, quel que soit x dans R, x plus 1 est un entier. Évidemment, c'est faux. Il y a des réels pour lesquels x plus 1 n'est pas entier, évidemment. Ce qui fait que la négation est vraie. Il existe x dans R tel que x plus 1 est non entier. Par exemple, pour x égale à 1 sur 2 plus 1, c'est 3,5. 3,5 n'est pas un entier. Voilà. Et quand j'ai des quantificateurs qui se suivent, eh bien la règle, ça reste la même. Le quel que soit, si je veux la négation, devient il existe, le il existe devient quel que soit, et la proposition, le prédicat, devient sa négation. Donc, quel que soit x dans R, il existe y supérieur à 0, ça devient il existe x dans R, quel que soit y supérieur à 0, on a x plus y est inférieur ou égal à 10. Voilà. Là, par exemple, on peut dire que ça c'est vrai et ça c'est faux. L'ordre des prédicateurs est pardon, l'ordre des quantificateurs est très important. Ça veut dire que là, j'ai une proposition comme ça. Quel que soit x dans R, il existe y dans R. Quel que soit x réel, il existe y réel tel que x plus y est strictement positif. Donc pour tout réel, est-ce que je peux trouver un autre réel tel que la somme des deux est positif? Oui. Même si le x est négatif avec une grande distance à 0, je ne sais pas, moins 1 milliard, je peux trouver un y qui est très grand aussi, par exemple 2 milliards. Et à ce moment-là, lorsque je fais la somme des deux, je trouve un nombre positif. Voilà. Donc ça, c'est une proposition vraie. Alors que si j'inverse les deux, ben ça devient faux. Parce que là, qu'est-ce que ça signifie? Il existe y dans R tel que quel que soit x réel, x plus y est positif. C'est-à-dire x plus grand que moins y. C'est comme si j'ai dit que il existe un réel, tel que tous les autres réels sont plus grands que lui. Il existe un réel y tel que tous les autres réels sont plus grands que son opposé, par exemple. C'est comme si j'avais dit qu'il existait un plus grand nombre réel, ce qui est faux, parce que R est infini. Donc l'ordre est important. Alors, lire une proposition comme ça, il existe x réel tel que f de x égale à 0, ça se lit il existe en moins un réel pour lequel f s'annule. Hein. F de x égale à 0, on dit que f s'annule. Mais parfois, on n'a pas besoin que de l'existence, mais on a besoin aussi de l'unicité. Et donc, si on veut parler de l'existence et l'unicité, on utilise ce symbole-là. Il existe un unique. Voilà. Il existe un unique x réel tel que f de x égale à 0. Ça se lit, il existe un unique réel pour lequel f s'annule. La négation de l'inégalité stricte, c'est l'inégalité large. Inférieur strictement devient supérieur ou égal. Pareil, inférieur ou égal, si je veux faire la négation, ce sera supérieur strictement. La négation de égal, eh bien, ce sera le fameux différent, etc. Et puis, les quantificateurs ne sont pas des abréviations. Soit vous écrivez une proposition avec le langage logique mathématique, hein, ou bien en français. Il ne faut pas mélanger les deux. Soit vous écrivez pour tout x réel, si f de x égale à 1, alors x est supérieur ou égal à 0. Soit vous écrivez, quel que soit x appartenant à R, f de x égale à 1 implique x supérieur ou égal à 0. Mais ne mélangez pas, n'écrivez pas ça. Quel que soit x réel, si f de x égale à 1 implique comme ça, non. Il faut choisir l'un ou l'autre dans l'écriture. Et puis les symboles
il n'existe pas, ça n'implique pas, eh bien, ces symboles n'existent pas, on ne les utilise pas. On écrit en lettres, il n'existe pas, ou bien cela n'implique pas, etc. Voilà pour la première partie de la logique, les quantificateurs, les connecteurs logiques, le vocabulaire. Maintenant, on va passer aux techniques de raisonnement. Lorsqu'on veut prouver un résultat, on utilise ce qu'on vient de voir euh, avec des techniques de raisonnement qui vont nous convaincre et convaincre toute personne qui va lire notre argumentation. Première technique de raisonnement, c'est le raisonnement direct, ça veut dire l'utilisation de l'implication. Pour montrer que la proposition P implique Q est vraie, on suppose que P est vrai, on montre qu'alors Q est vrai. Voilà, ça c'est le raisonnement direct qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Par exemple, on veut montrer que si A et B sont rationnels, alors A plus B est aussi rationnel. Voilà. Donc on prend A rationnel et B rationnel. Donc on suppose que A et B sont rationnels. On prend des rationnels A et B. Et on veut faire un raisonnement direct pour prouver que la somme est rationnelle. Je vous rappelle que rationnel, c'est un nombre qui s'écrit comme quotient, comme fraction de deux entiers. Voilà. Alors, A est rationnel, donc A, il s'écrit comme P sur Q. Avec P entier et Q, un entier naturel non nul. Lorsqu'on dit N étoile, je prends les entiers naturels non nuls. Voilà, tous les entiers naturels sauf 0. Et Z, ben, c'est les entiers, mais qui peuvent être positifs ou négatifs. Pareil, B est rationnel, ça veut dire B va s'écrire comme P' sur Q', avec P' et Q' des entiers. Si je fais la somme, ça fait P sur Q plus P' sur Q'. En réduisant au même dénominateur, j'obtiens ça. Mais, évidemment, puisque PQ, P', Q', c'est des entiers, cette somme-là, ça va être un entier. Et Q fois Q', c'est un entier naturel non nul. Puisque Q et Q' sont des entiers naturels non nuls, leur produit va être un entier naturel non nul. Voilà. On a le A plus B qui s'écrit comme quotient de deux entiers. Donc A plus B est un rationnel. Voilà un exemple de raisonnement direct. Le raisonnement du cas par cas. Deuxième technique de raisonnement. Pour vérifier qu'une proposition P de x est vraie pour tous les x dans un ensemble E, on montre la proposition pour les x dans une partie A de E, puis pour les x n'appartenant pas à A. Ou bien on va partager le E en plusieurs ensembles, plusieurs parties disjointes, et on va montrer que la proposition est vraie pour chacune des parties. Par exemple, je veux prouver que pour tout x dans R, j'ai cette inégalité. Alors, d'abord, ça, c'est ce qu'on appelle la valeur absolue de x moins 1. La valeur absolue de x moins 1, c'est quoi? Bah, si x moins 1 est positif, ça va être égal à lui-même. La valeur absolue d'un nombre, c'est le fait de lui enlever le signe moins. Et si le x moins 1 est négatif, bah, ce sera l'opposé en fait. Dans le premier cas, x moins 1 positif, si x moins 1 est positif, ça veut dire x supérieur ou égal à 1. Donc si x est supérieur ou égal à 1, j'ai la valeur absolue de x moins 1, c'est exactement x moins 1, parce que le nombre est positif. X moins 1 va être positif. Et dans l'autre cas, c'est-à-dire si x est inférieur à 1, ou bien inférieur ou égal à 1, j'aurai que la valeur absolue de x moins 1 égale à l'opposé de x moins 1, donc moins x moins 1, que je peux écrire aussi comme moins x plus 1, ou bien 1 moins x. Voilà. Alors, donc on va distinguer deux cas. Lorsqu'on travaille avec la valeur absolue, on distingue souvent deux cas, positif ou négatif. On veut montrer qu'on a cette inégalité-là.
Premier cas, x supérieur ou égal à 1, ça veut dire que x moins 1 positif, ça veut dire que la valeur absolue de x moins 1 est égale à x moins 1. Et deuxième cas, x inférieur à 1, ça veut dire que x moins 1 est négatif. Alors, si x est supérieur ou égal à 1, la valeur absolue de x moins 1 est égale à x moins 1. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça moins ça. Donc ça moins ça. Si je trouve que c'est un nombre positif, j'ai gagné. Parce que a inférieur à b, eh ben, c'est la même chose que b moins a, par exemple, positif. Voilà. Et donc, je calcule. Je calcule, puisque la valeur absolue de x moins 1 dans ce cas, c'est juste x moins 1, ben, ça fera x carré moins x plus 1 moins, entre parenthèses, x moins 1. Le moins entre parenthèses x moins 1, si je veux enlever les parenthèses, ça devient moins x plus 1. Moins x avec moins x, ça fait moins 2x. Et le plus 1 avec le plus 1, ça fait plus 2. Et là, on reconnaît une partie d'une identité remarquable. Eh bien, ça s'écrit x moins 1 au tout au carré plus 1. Parce que x moins 1 au tout au carré, c'est x carré moins 2x plus 1. Et donc, si je lui ajoute plus 1, ça fera ça. En tout cas, j'ai la somme d'un positif parce que le carré d'un nombre réel est toujours positif, plus 1 qui est positif, donc j'ai le résultat qui est positif. Ça moins ça est positif, donc ça est plus grand que ça. Voilà. Et dans le deuxième cas, exactement la même chose. Dans ce cas, la valeur absolue de x moins 1, ça va être moins x moins 1, c'est-à-dire moins x plus 1. Et si je fais la différence, x carré moins x plus 1 moins la valeur absolue, ça donnera x carré moins x plus 1. Moins x moins 1, ça fait plus x moins 1. Donc j'ai moins x avec plus x qui se simplifie, le plus 1 avec le moins 1 qui se simplifie, et je me retrouve avec x carré qui est un nombre supérieur ou égal à 0. Voilà. Donc dans les deux cas, j'ai la différence qui est positive, donc celui-là est plus grand que celui-là. Donc ça c'est un exemple de traitement au cas par cas. Dans les deux cas, j'ai la proposition qui est vraie. Donc je peux déduire que dans tous les cas, x carré moins x plus 1 est supérieur ou égal à la valeur absolue de x moins 1. Technique de raisonnement suivante. C'est ce qu'on appelle la contraposition. La contraposition, c'est quoi? Pour montrer que P implique Q, parfois, il est plus simple de montrer que non Q implique non P. Ça vient de cette équivalence-là. On peut la montrer, cette équivalence, facilement avec des tables de vérité. P implique Q ou bien non Q implique non P, c'est exactement les mêmes propositions, bien c'est des propositions qui sont équivalentes. On peut le comprendre comme ça. Eh bien, si vous avez P qui implique Q, alors forcément si vous n'avez pas Q, vous n'avez pas P. Donc non Q implique non P. Voilà. Eh bien, pour montrer la proposition P implique Q, on suppose que non Q est vrai et on montre qu'alors non P est vrai. Donc on va montrer ça. C'est comme un chemin à l'envers en fait. Exemple. Je veux montrer que si n carré est pair, alors n est pair forcément. Je veux montrer que n carré pair implique n pair. Pour cela, je vais utiliser la contraposition. Je vais montrer que si n n'est pas pair, c'est-à-dire impair, alors n carré sera impair. Et en fait, la deuxième est plus simple à montrer que la première, et les deux sont équivalentes. On suppose donc que n n'est pas pair. Et on veut montrer que n carré n'est pas pair.
n n'est pas pair, ça veut dire que n s'écrit comme 2k plus 1 avec k un entier. C'est comme ça qu'on peut écrire les nombres impairs. C'est toujours 2 fois un nombre plus 1. Hein. Donc n, il est égal à 2k plus 1. Qu'est-ce qui se passe pour n au carré? Eh bien, c'est 2k plus 1 au tout au carré. Je développe, ça fait 4k au carré plus 4k plus 1. Et 4k au carré plus 4k plus 1 est un nombre impair. Pourquoi? Parce que je sais, je suis sûr que cette partie-là est paire. Ça s'écrit 2 fois quelque chose. Plus précisément, ça s'écrit 2 fois 2k au carré plus 2k. Vous voyez? Et ensuite plus 1. Donc j'ai un nombre qui est sous la forme de 2 fois un entier plus 1. Donc forcément, il est impair. Donc n au carré est impair. Donc n au carré n'est pas pair. J'ai montré la contraposition, ce qu'on appelle la contraposée. Donc j'ai montré par contraposition que P implique Q, que si n carré est pair, alors forcément n est pair. Technique suivante, c'est l'absurde. L'absurde, c'est assez proche de la contraposition en fait. Je veux montrer que P implique Q. Je suppose que P est vrai et je suppose aussi que Q est fausse et je cherche une contradiction. Parce que si P est vrai, bah forcément Q doit être vrai si l'implication est vraie. Eh bien moi je vais supposer que P est vrai et Q est fausse. Et je vais chercher une contradiction. Dès que je trouve une contradiction, bah, je dis que l'hypothèse de départ est fausse et donc P implique Q. Par exemple, je prends A et B de réels positifs. Je veux montrer que si A sur 1 plus B égale à B sur 1 plus A, alors forcément A égale à B. Voilà. Je vais montrer ça par l'absurde. Ça veut dire que je vais supposer ça qui est vrai et ça qui est faux. Ça veut dire A différent de B. Donc je suppose par l'absurde que A sur 1 plus B égale à B sur 1 plus A et que A est différent de B. Et j'aboutis à un certain moment à une contradiction. Alors, si j'ai A sur 1 plus B égale à B sur 1 plus A, en multipliant par 1 plus A et 1 plus B des deux côtés, j'obtiens ça. Le fameux produit en croix. A fois 1 plus A égale à B fois 1 plus B. Et donc en développant, je trouve A plus A carré égale à B plus B carré. Ensuite, je regroupe les carrés d'un côté et les non carrés de l'autre. Donc A carré moins B carré égale à B moins A. Le A carré moins B carré, c'est la fameuse identité remarquable A moins B fois A plus B. Le B moins A, je peux l'écrire comme moins A moins B. Alors maintenant, c'est là où je vais utiliser cette hypothèse, A différent de B. Puisque A différent de B, A moins B est non nul. Et donc, si A moins B est non nul, je peux diviser des deux côtés de cette égalité-là par A moins B. Et si je divise des deux côtés par A moins B, à gauche, il me reste que A plus B par simplification. Et à droite, il me restera moins 1. Voilà. Et voilà notre contradiction. A plus B égale à moins 1, alors qu'on est parti de AB de nombres positifs. Donc, on dit que c'est absurde ou bien que c'est une contradiction. Conclusion, si on a ça, alors forcément A égale à B. Voilà le principe de l'absurde. Donc, ça ressemble un petit peu à la contraposition, sauf que dans l'absurde, on suppose à la fois que P est vrai et que non Q est vrai, c'est-à-dire Q est fausse. Et on trouve une contradiction. Alors que dans la contraposition, on suppose que non Q est vrai et on montre par implication que non P est vrai. Le contre-exemple. Le contre-exemple sert à montrer qu'une telle proposition est fausse, qu'une telle proposition
définie avec un quantificateur universel quel que soit, est fausse. Quel que soit x dans E, P de x, pour montrer qu'elle est fausse, il suffit de montrer qu'il existe au moins un x dans E, tel que non P est vrai, ou bien tel que P de x est fausse. Par exemple, tout entier positif est somme de 3 carrés. Tout entier positif, là j'ai un quantificateur universel, quel que soit, est somme de 3 carrés. Je veux montrer par contre-exemple que c'est faux. Ça veut dire que je veux trouver un entier qui n'est pas somme de 3 carrés. Les carrés, c'est quoi? C'est 0, 1, 4, 9, etc. Par exemple, 6 est bien la somme de 3 carrés. 4 plus 1 plus 1. Eh bien, le problème, c'est qu'avec un 7, les carrés, si je veux l'écrire comme somme de 3 carrés, évidemment, ces carrés doivent être inférieurs ou égaux à 7. Les carrés qui sont inférieurs ou égaux à 7, c'est 0, 1 et 4. Mais avec 0, 1 et 4, on ne peut jamais, en additionnant, trouver 7. En additionnant 3 de ces nombres-là, trouver 7. 0 plus 1 plus 4, ça fait pas 7. 1 plus 1 plus 4, ça fait pas 7. 4 plus 4 plus 1, ça fait pas 7, etc., etc. On peut utiliser toutes les combinaisons qu'on peut, ou bien qu'on veut, on ne va pas trouver 7. Donc là, on a trouvé un contre-exemple, et cette proposition est donc fausse. Dernière technique, peut-être la plus importante, non, l'une des plus importantes, c'est la récurrence. Pour montrer que une proposition est vraie par récurrence, cette proposition doit dépendre d'un paramètre entier, en général entier naturel. Et ça doit être une proposition avec un quantificateur universel. Et le principe de la récurrence, c'est comme un principe de domino. On montre la proposition pour le premier entier, et puis on montre ce qu'on appelle l'hérédité. Ça veut dire, si elle est vraie pour un certain n, est-ce qu'elle va être vraie pour le suivant? Si on montre cette hérédité, en faisant le lien avec l'initialisation, avec le premier terme, ça suffit pour conclure qu'elle est vraie pour tous les entiers naturels supérieurs ou égaux au premier terme. Donc, le principe, ça se fait en 3 étapes. Une initialisation, on prouve la proposition pour le premier entier naturel. Le premier entier naturel, c'est donné dans l'exercice. Parfois, on va montrer que pour tout n supérieur ou égal à 0, on a machin, machin. Montrer que pour tout n supérieur ou égal à 1, on a machin, machin. Voilà. Donc, on montre pour 0 ou bien pour 1. Ça, c'est l'initialisation. Ensuite, on montre ce qu'on appelle l'hérédité, c'est-à-dire qu'on va fixer un n supérieur ou égal à n0. On le fixe, il est quelconque. On suppose, ça c'est très important, on suppose que P de n est vrai, que la proposition est vraie pour ce n qui est fixé. Et on va démontrer que P de n plus 1 est vrai, c'est-à-dire qu'elle va être vraie pour le suivant. Et si on montre cette hérédité-là, eh bien ça signifie qu'elle va être vraie pour tous les n en fait. Parce qu'on peut atteindre tout entier en passant de l'un à l'autre, de l'un après l'autre, grâce à l'hérédité. Si on montre l'hérédité, on peut conclure donc par le principe de récurrence, P de n est vrai pour tous les entiers naturels. Exemple, je veux montrer que pour tout n, 2 à la puissance n est plus grand que n. Par exemple, au brouillon, je peux vérifier, est-ce que 2 à la puissance 3 est plus grand que 3? Eh bien, c'est vrai, ça c'est 8 qui est bien plus grand que 3. Alors, pour tout n dans n, ça signifie pour tout n supérieur ou égal à 0. Parce qu'on n'a pas de restriction, on a juste mis n appartenant à n. Donc le premier n pour lequel il faut vérifier, c'est n égale à 0. Donc on va noter Pn la proposition 2 à la puissance n plus grand que n.
et on va montrer l'initialisation. Pour n égale à 0, qu'est-ce qui se passe? Pour n égale à 0, 2 à la puissance 0, par convention, vous savez que ça fait 1 en fait. Un nombre à la puissance 0, ça fait 1. Mais le 1, il est plus grand que 0. Donc P de 0 est vrai. Donc la proposition est vraie pour n égale à 0. Maintenant pour l'hérédité. On va fixer un n supérieur ou égal à 0 et on va supposer que P de n est vrai. Ça veut dire qu'on va supposer que 2 à la puissance n est plus grand que n. Le n, il est fixé. Et on veut montrer que P de n plus 1 est vrai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut montrer que 2 à la puissance n plus 1 est plus grand que n plus 1. Donc dès que vous avez un n dans P de n, vous le remplacez par n plus 1. Ça va vous donner le P de n plus 1. Alors, on y va. 2 à la puissance n plus 1. Je veux montrer qu'il est plus grand que n plus 1. Eh bien, 2 à la puissance n plus 1, je peux l'écrire comme 2 à la puissance n plus 2 à la puissance n. Pourquoi? Parce que 2 à la puissance n plus 1, eh bien, par les règles des puissances, hein, ça fait 2 à la puissance n fois 2 à la puissance 1. Mais 2 à la puissance 1, c'est 2. Donc, c'est 2 à la puissance n fois 2. Mais 2 à la puissance n fois 2, je peux l'écrire comme 2 à la puissance n plus 2 à la puissance n. X fois 2, c'est x plus x. 4 fois 2, c'est 4 plus 4. Et donc, 2 à la puissance n plus 2 à la puissance n. D'une part, le 2 à la puissance n, il est plus grand que n par hypothèse de récurrence. Donc là, j'ai appliqué l'hypothèse de récurrence. Donc ça va être plus grand que n plus 2 à la puissance n. Mais je sais que aussi 2 à la puissance n est toujours supérieur ou égal à 1. Parce que c'est quoi les 2 à la puissance n? C'est 2 à la puissance 0, ça veut dire 1. 2 à la puissance 1, ça veut dire 2. 2 à la puissance 2, 4. 2 à la puissance 3, 8. De toute façon, 2 à la puissance n est toujours supérieur ou égal à 1. Donc qu'est-ce qu'on a? On a donc n plus 2 à la puissance n supérieur à n plus 1. En fait, là, si je veux être rigoureux, de la deuxième ligne à la troisième, j'ai un supérieur ou égal. Mais, puisque de la première ligne à la deuxième, l'inégalité est stricte, supérieure strictement, donc forcément, le premier est strictement plus grand que le dernier. Donc on a montré que 2 à la puissance n plus 1 est strictement supérieur à n plus 1. Donc on a montré P de n plus 1. Conclusion. Par le principe de récurrence, P de n est vrai pour tout n supérieur ou égal à 0. Ça, c'est le principe de récurrence. Voilà. Voilà pour ce chapitre. Je vous laisse donc essayer de faire vous-même, avant de regarder les corrections, sérieusement la feuille de TD. Ensuite, comparer avec le corrigé. Essayez de refaire si vous vous êtes trompé. Si vous avez bien avancé, vous pouvez faire aussi le TD bis, le TD1 bis, qui est déjà corrigé aussi. Et évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans le forum. Et moi, je vous dis donc à bientôt et à dans 2 semaines pour notre prochaine visio.